Je suis devenue psychologue clinicienne voilà, pour aider les gens avec l'art. Et puis, pendant 12 ans, je les ai accompagnés dans leurs différentes étapes de vie. Alors, j'ai travaillé en institution, mais j'ai aussi travaillé en libéral. En institution, j'ai accompagné beaucoup de personnes en situation de fin de vie et de maladies neurodégénératives pendant plusieurs années, hein, pratiquement 8 ans. Et puis, j'ai eu mon cabinet aussi, moi je suis dans la région lyonnaise, hein, j'ai eu mon cabinet à Lyon pour accompagner des gens comme vous et moi dans leurs étapes de vie, dans des situations aussi de burn-out par exemple. Et c'est vrai que moi-même, en me rendant compte que j'étais pas forcément faite pour le monde du salariat, puisqu'il y avait plein de choses qui correspondaient pas à la manière dont j'avais envie d'accompagner l'humain, j'ai moi aussi, par rapport à ce thème, je suis allée un petit peu droit dans le burn-out. Mais par contre, effectivement, j'avais pas mal de ressources autour qui ont fait que je me suis questionnée et je m'en suis servie pour rebondir. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai voulu me reprendre en main, que ce soit au niveau de mon organisme, hein, de mon physique, puisque voilà, j'ai fait des études et puis j'avais pris du poids. Et puis, les situations stressantes du travail donnaient ça aussi, surtout quand on travaille avec des gens en fin de vie. Et puis, j'avais aussi envie de travailler différemment. Donc, il y a eu un moment donné dans ma vie où je me suis re-questionnée. Et aujourd'hui, je travaille vraiment différemment en équilibrant vraiment. Du coup, on en parle beaucoup avec François, hein, de l'accompagnement et aussi de se vivre de manière holistique en prenant vraiment en compte tous les aspects de ma personnalité et en prenant en compte aussi tous les aspects de la personnalité des gens que j'accompagne aujourd'hui. Alors, ça va être du côté des thérapies psychodynamiques, donc des accompagnements vraiment psychiques. Ça va être aussi du côté, là où je suis spécialiste dans les médiations artistiques. Et puis, ça va être aussi du côté plus, on va dire, on l'entend beaucoup parler, ça, un coaching personnel, professionnel. Et puis aussi du côté du bien-être, parce que je suis aussi conseillère en santé, bien-être et nutrition, puisque l'équilibre corps-esprit est vraiment important pour moi. Et voilà, ce soir, moi, je suis très contente, en fait, de pouvoir partager avec vous ce moment-là, puisqu'on va pouvoir ensemble, hein, on va se faire un commun ping-pong un petit peu, on peut dire ça, avec François pour vous apporter vraiment notre expérience, nos vécus et puis répondre à vos questions s'il y en a. Puis on va essayer de vous donner des clés, voilà, ça peut être pas mal. Voilà, ça te va? C'est Tu parfait. valides? Allez, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait. Donc, je vais essayer de faire aussi court que toi. Donc, moi, Je te coupe de toute façon. Oui, tu me coupes? Ouais, Ça je dis va, ça stop, ça marche, on suffit. fait comme ça. Donc, moi, je m'appelle François Fortin, pour celles qui ne me connaissent pas. Je me décris sur ma chaîne YouTube comme facilitateur d'émotions positives et j'aime beaucoup l'expression, en fait, parce que voilà, expert en machin, expert en truc, même si je crois qu'une des spécificités, c'est il y a quelque part une expertise certaine par rapport à la transformation du stress. Je préfère garder donc cette expression de facilitateur d'émotions positives. Je suis entrepreneur depuis très jeune, hein, depuis l'âge de 20 ans. Il faut savoir, petite parenthèse, que j'étais tout petit à 6 ans, entre guillemets, condamné à ne pas marcher. Ça, alors que je suis aujourd'hui moniteur fédéral dans un sport qui est un sport de combat particulièrement rude. J'avais un rêve d'enfant qui était de construire une maison de retraite pour les papiers et les mamies. Et j'ai réalisé ce rêve alors que je suis autodidacte, que je n'ai pas eu le bac. Et j'avais une cinquantaine de salariés pendant 30 ans. Ça a été mon métier de mettre en place des processus d'accompagnement pour des personnes en fin de vie, pour l'accompagnement de leur famille. Et je vais faire quand même assez vite. J'ai expérimenté aussi, puisqu'un jour, un ami m'a dit qu'on devenait expert dans quelque chose quand on l'avait vraiment expérimenté. Et c'est vrai qu'en matière de relations toxiques, en matière de conséquences aussi de ces relations, au niveau des addictions, au niveau du surpoids, au niveau de la faillite comme de la réussite professionnelle, c'est vrai que j'ai un feedback qui est assez peu commun. Et le terme du burn-out fait sens pour moi parce que c'est vrai que je me suis vraiment, fin 2017, complètement écroulé d'une manière pas brutale, mais voilà, parce qu'on va y revenir aujourd'hui dans la conférence, mais je me suis vraiment complètement écroulé. Pendant 2 mois, j'étais sous médicaments, je ne pouvais plus rien faire, plus d'envie, pas d'avenir, quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai utilisé des outils, je me suis formé, j'ai été accompagné dans le but de transmettre aussi cette expérience
que ce soit entrepreneurial, que ce soit par rapport justement aux addictions et à toutes les conséquences et les symptômes qu'on va aujourd'hui évoquer dans les symptômes du burn-out. Et on va observer, j'y reviendrai un peu plus loin, qu'en matière de relations toxiques, les symptômes vont être très et voire plus que similaires que dans ce que l'on peut rencontrer au travers du burn-out. Le déroulé de cette conférence, dont on espère qu'elle devrait durer à peu près 1h30. Donc, la présentation, c'est fait. Et on va aller sur, Lorraine nous partagera la définition, une définition du burn-out. Vous allez entendre les symptômes, quels sont les symptômes du burn-out. Et vous pourrez noter d'ailleurs et partager dans le chat, je le dis maintenant. Donc, il y aura un temps d'échange. À la fin, il y aura des questions-réponses. Mais pensez tout le long, si vous avez des questions, notez-les dans le chat. Lorraine ou moi, on va les noter, on les mettra de côté pour y répondre. Mais voilà, il vous vient quelque chose, notez-le. Quand on parlera des symptômes, c'est pareil. Si vous avez quelque chose qui fait sens pour vous, notez-le et on pourra y revenir dessus. Et puis, on va venir rapidement, non pas rapidement, on viendra sur les solutions et sur les points essentiels, ce qu'on va rencontrer aussi en termes de conséquences sur 4 conséquences qui sont vraiment importantes à bien comprendre quand on parle de burn-out. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du plan de ce qu'on veut partager ce soir. Et l'idée, c'est ce qu'on se disait, c'est que vraiment, l'idée, c'est de vous donner des outils, des clés, et puis que vous puissiez mieux l'appréhender, parce que, encore une fois, hein, là, c'est le thème du burn-out, mais peut-être vous êtes concerné de près et de loin, peut-être vous le vivez, peut-être il y a tout simplement un épuisement, on peut dire aussi, parental, général, et que vous allez aussi pouvoir retrouver des outils comme ça. Et tu vois, en t'écoutant, la définition aussi, parce qu'on aime bien dire tiens, qui je suis, etc. On a des points similaires tous les deux, puisque je suis aussi entrepreneur indépendante. Et puis, alors toi, tu facilites les choses. Moi, je m'appelle architecte de vie. C'est-à-dire que je prends tout en compte et on bâtit les choses. Voilà. Donc, tu vois comme quoi on a beaucoup de similitudes. Alors, effectivement, pour définir un peu les choses, comment ça marche, comme dirait l'autre? Eh bien, en fait, le burn-out, hein, c'est un mot anglais, évidemment, qui va, si on le ramène au français, plutôt concerner cette idée qu'on va brûler, se consumer. En fait, c'est comme si un petit peu progressivement, hein, tu le dis très bien, hein, c'est quelque chose de progressif, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que bien souvent, on est dans ce qu'on dit le déni, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, on va progressivement disparaître, être réduit en cendres un petit peu, hein, se consumer de l'intérieur, comme si un petit peu on allait comment dire, disparaître un peu du monde des vivants. Alors c'est très glauque comme ça en le disant d'entrée comme ça d'emblée, mais en tout cas c'est un peu l'image qu'on peut vous donner. Et l'idée, c'est vraiment que c'est comme si finalement on n'arrivait plus à puiser dans nos ressources pour justement éteindre ce feu en fait. Hein. D'ailleurs, quand on est épuisé, ça vient vraiment de la forme ancienne où on était à puiser l'eau. Donc là, c'est comme si on n'arrivait plus à trouver de ressources. Donc on va s'affaiblir progressivement. Et en fait, si on fait un petit retour historique, parce que c'est toujours intéressant, ce terme-là, il est arrivé dans les années 70 et ça venait vraiment particulièrement parler de l'épuisement au travail des professionnels qui étaient surtout dans le soin, hein, comme on a pu l'être avec François. C'est vrai comme on est dans le soin, parfois on va aussi avoir cette espèce de mission qui nous tient au-dessus de la tête et on va peut-être aller vers l'épuisement. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et après, ça a été beaucoup étudié, notamment par Maslach et Leiter, et qui l'ont défini comme si on était écartelé entre ce que l'on est et ce que l'on doit faire. Et vous verrez que pour pouvoir comprendre tout ça et s'en sortir, on est souvent dans ce grand écart à se dire ce que je dois faire, ce que je suis, ce que j'aimerais. Enfin voilà, c'est très complexe hein, finalement dans tout ça, dans ces définitions. Donc finalement, en fait, pour vraiment avoir en tête, quand on vous dit que nous, on prend en charge la globalité, et ben ça va aussi se passer au niveau de la globalité de l'être. En fait, le burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel, mental, qui va en fait être le résultat d'un investissement, donc notre investissement qui va être prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc on peut aussi le transposer sur des situations
parentale exigeante sur le plan émotionnel. Voilà, vous voyez, on peut vraiment transposer sur plein de choses par rapport à cet épuisement. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, le burn-out, si on le prend vraiment au niveau professionnel, maintenant il est élargi, il n'est pas que dans les professions de soins, hein, voilà. On est vraiment dans la grande famille des risques psychosociaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, d'ailleurs, on en a beaucoup échangé avec François, c'est que en fait, c'est pas la faute du patron, c'est pas la faute de l'entreprise, c'est pas complètement notre faute non plus, mais en tout cas, on a vraiment une part à jouer là-dedans parce que autant on est complètement abattu, autant c'est que ça nous parle ou ça nous résonne en tout cas, et on va avoir toutes les ressources aussi, c'est ça qui est bien, parce que même si on est dans un burn-out, on a tout pour en sortir. Out aussi. Donc ça, c'est assez bien à prendre en compte. En fait, c'est tout ce qui va se nouer et se dénouer dans le cadre du travail, que vous pouvez aussi transposer à votre vie personnelle, puisqu'on est des humains avec des humains finalement. Voilà. Donc il y a 3 points importants au niveau de la dynamique à en prendre en compte. Et puis après, on évoquera avec vous aussi les manifestations. Donc si ça vous parle, hop, vous mettez dans le chat. Mais en tout cas, il y a un espèce de processus qui se met en place, une dynamique qui va être autour de 3 axes qui vont arriver ensemble, les uns après les autres, progressivement. Mais vous allez pouvoir retrouver ce que je vous ai dit, hein, l'épuisement émotionnel, psychique et physique. En fait, c'est comme une extrême fatigue où les moments où vous pouvez vous reposer ne suffisent plus à régénérer la machine. Voilà. Il y a aussi le cynisme. Alors le cynisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tout va devenir négatif, voilà, difficile, on va vraiment se mettre à se détacher de tout, etc. Et du coup, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la psychologie la désaffectivation. Ça veut dire qu'on va enlever un peu tout ce qu'on ressent, les affects, les émotions, pour se protéger en fait, se préserver. Ce qui est d'ailleurs un élan complètement normal, ce qu'on pourrait apparenter à un mécanisme de défense. Et puis le troisième point qui est important à avoir en tête, c'est on va perdre complètement ce sentiment d'accomplissement de soi, c'est-à-dire de se sentir content, heureux de ce qu'on peut produire au travail. Voilà, on va complètement se dévaloriser. Donc ça, c'est 3 choses importantes. Et puis après, il y a plein de manifestations qui vont se mettre en place puisque ça va engager toutes les sphères de notre être émotionnel, les sentiments, etc. On va vraiment plus trouver de logique à tout ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, François? Parce qu'on en a beaucoup parlé hein, tous les deux, mais Oui, c'est un petit peu pour reprendre, parce qu'on va vous raconter quelques histoires ce soir, mais il y en a une. oui. C'est un petit peu comme si vous imaginiez une voiture. Donc, je suis un garçon, hein, je prends une voiture. Une voiture, vous avez il y a un contour, il va jusqu'à 6 000, 5 000, enfin, ça dépend des moteurs, mais il y a une limite. On peut y aller de temps en temps à la limite. Mais le truc, c'est que si on commence à avoir un nombre de tours minutes qui est en permanence, trop élevé, eh ben, on peut faire un jaune culasse, enfin, on peut avoir plein de soucis au niveau du moteur et même ça peut casser carrément le moteur. Il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et c'est un petit peu ça. Je voudrais revenir aussi sur le principe de responsabilité parce qu'on va y revenir. On m'a fait ça, donc là, bon, en PNL, on appelle modèle bas du monde et modèle haut du monde. Mais il y a une chose qui est importante, j'en parle quand j'ai des élèves qui ont vécu des relations toxiques, voire des abus. On n'est absolument pas responsable de ce qu'on nous fait à un moment donné. Mais en même temps, on est responsable de ce qu'on va garder vivant à l'intérieur de nous par rapport à ça. Parce que ce que l'on garde vivant à l'intérieur de nous va générer en fait des programmes inconscients par rapport à ça. Et si on n'a pas fait la paix par rapport à certains événements, eh ben on va générer déjà un excès de stress, hein, parce qu'il y a un point commun dans tout ça, c'est qu'on a un excès de stress avec des glandes surrénales qui produisent à fond du stress. Il faut savoir que aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'administration, les ressources humaines sont plus algorithmiques qu'humaines. Et tout ça, ça génère un stress dont parfois on ne se rend plus compte. C'est pour ça que c'est pernicieux, c'est particulièrement pervers. Et à un moment donné, un concours de circonstances, un élément déclencheur ou des éléments déclencheurs vont faire que tout s'écroule. Et ce qui est dommage, c'est qu'il existe des solutions pour ne pas en arriver là si on a conscience justement de ce qui va être partagé, des symptômes et du processus. Parce que
j'y reviendrai après, on va pouvoir devenir beaucoup plus proactif que être dans la réaction et quelque part soumis aux événements extérieurs. Et on le voit aussi depuis 2 ans, toutes les informations qui sont diffusées, toutes les obligations qui ont été semées de part et d'autre, tout ça, ça vient s'ajouter déjà à des vies qui ne sont pas forcément fluides, pas forcément confortables, avec des problématiques de famille, des enfants à gérer, les trajets, les repas, etc. Et c'est un petit peu comme si le temps s'accélérait avec cette sensation de ne pas avoir le temps de faire les choses et en oubliant finalement au bout du compte ce qui est important pour chacun d'entre nous. Et là, il y a vraiment, c'est la porte ouverte à des déséquilibres, donc sortie de l'homéostasie. Et la sortie de l'homéostasie, plus elle est courte, mieux c'est pour ne pas aller dans les symptômes que je te laisse commencer à C'est ça, évoquer. tu as complètement raison. Et puis du coup, les choses vont arriver tout en même temps. Donc là, voilà, hein, l'idée, c'est de vraiment pouvoir se dire que si tout arrive en même temps, il faut éviter le côté, le stop, hein, quand vous ne pouvez plus vous lever le matin. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est… Juste, Voilà, je me permets de faire une pause parce qu'il y a un commentaire sur vas-y. Facebook. Ah oui, alors ça, tu Donc, gères. donc Dis-moi. de Marilyn qui nous partage, je suis en burn-out chez Oui. moi, mais je vais travailler quand même. Je n'arrive plus du tout à m'occuper de ma maison. C'est le grand bazar ici, j'en suis consciente, mais incapable de réagir. Et donc, elle précise qu'elle vit seule. Là, on est vraiment, voilà, c'est un cas typique où… Oui, puis il y a un petit peu, c'est le grand écart finalement, on entend bien, hein. Il y a quand même cette idée d'aller travailler, mais du coup, il y a la manifestation de cette situation chez soi. Donc, il y a vraiment plein de manifestations de manière générale, hein, par rapport à ça. Et ce grand écart-là, il est compliqué parce qu'on a aussi, malgré tout, hein, ce côté un peu de notre mission, qu'il faut travailler, et du coup, on a du mal parfois à se dire, voilà, quelles sont mes priorités, ou est-ce que j'ai besoin de me reposer ou quoi. Donc effectivement, merci beaucoup, hein, Marilyn, parce que ça permet vraiment, pour le coup, là, peut-être que vous allez, tu vas, selon, tu prends le tu ou le vous comme tu veux, reconnaître des choses dans ce que je vais partager là. Et puis, si vous avez justement des commentaires, allez-y. Les manifestations qu'on peut retrouver de manière générale dans ces situations-là d'épuisement, professionnel ou autre, c'est des manifestations émotionnelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir le sentiment qu'on perd le contrôle, hein. Et puis, on va aussi avoir des manifestations émotionnelles du côté des peurs. C'est-à-dire qu'on va avoir tout le temps peur, mais on ne va pas arriver trop à définir de quoi et pourquoi. On va avoir aussi des tensions nerveuses un peu inexplicable parfois aussi, une humeur plutôt triste qui va s'installer, ou un manque d'entrain, hein. Quelquefois, on ne va pas forcément se dire franchement, je suis triste, mais on va avoir un peu plus la flemme, les choses comme ça. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent aussi apparaître, comme voilà, je suis irritable, voilà, j'en ai marre, je pète un câble sans, voilà. On peut être tendu, on est hypersensible, et puis aussi on va aussi parfois, ça arrive, manifester aucune émotion. Voilà. Donc là c'est sur les manifestations émotionnelles. Après on a les manifestations physiques. C'est souvent les plus fréquentes, ou en tout cas c'est là où on peut commencer à questionner les personnes qu'on a en accompagnement, hein, au quotidien. Souvent en tout cas moi c'est les raisons pour lesquelles on me sollicite: troubles du sommeil, fatigue extrême, du mal à récupérer, le sommeil qui est plus réparateur, des tensions musculaires, des douleurs au dos, à la nuque. Vous savez les expressions, parce qu'on raconte des histoires ce soir, parce que moi j'ai des histoires aussi, François, mais quand on dit j'en ai plein le dos ou d'autres choses, hein, concrètement, hein, c'est pas anodin. Il y a aussi souvent une prise de poids soudaine ou une perte de poids soudaine, c'est-à-dire que le corps à un moment donné il tient plus, quoi. Il nous tient plus, il lâche. Alors soit il stocke beaucoup pour qu'on tombe pas, soit il lâche tout parce qu'il en a vraiment marre de porter tout ce poids. Des maux de tête, des nausées, des vertiges. Personnellement, hein, moi j'avais des grandes douleurs dans l'estomac qui me réveillaient la nuit, par exemple. En fait, l'organisme il est assez bien foutu. C'est que quand tout roule, on ne se pose pas de questions. Mais quand il nous lâche, là, on se dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et il va manifester les choses. Et en plus de ça, dans des situations d'épuisement,
Ce qui va être très compliqué, c'est qu'il va se mettre, l'organisme, à plus synthétiser les bons nutriments. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne synthétise plus les bons nutriments, les micronutriments, et les défenses immunitaires, elles vont chuter. Donc, vous imaginez bien que, quelquefois, quand on est tout simplement tout le temps malade, on peut aussi se questionner sur, tiens, comment c'est ma situation. Voilà. Après, il y a des manifestations plus du côté cognitif, donc au niveau du cerveau, où on va moins bien traiter l'info, on va être moins concentré, on va peut-être aussi oublier des choses, ça c'est possible, où on va avoir du mal à prendre des décisions. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses de ce côté-là. Au niveau comportemental, ça rejoint un peu l'émotionnel d'ailleurs, mais en tout cas, on peut se replier sur soi, s'isoler, avoir aussi parfois des comportements agressifs ou voire violents. Et puis, tout simplement parce que notre tolérance à la frustration, elle est juste complètement impossible. Voilà. Et puis, on va être du coup aussi moins enclin à ce qu'on dit dans mon jargon, l'empathie, c'est-à-dire moins touché par les problèmes des autres ou de notre entourage. Et du coup, on va se retirer en fait tout simplement de la relation. Voilà. Donc ça, c'est des manifestations assez intéressantes à avoir en tête. Et puis, il y a tout le côté aussi manifestation un peu du côté de l'excitation, si je peux dire, dans des mouvements un peu addictifs, du côté, par exemple, du tabac, de l'alcool, des tranquillisants, des drogues, des écrans, des jeux, etc. J'en passe. Il peut vraiment y avoir ce côté-là qui est rassurant et presque automatique qui va se mettre en place. Puis d'autres manifestations plus du côté de la motivation où finalement toute l'énergie qu'on avait à mettre dans le travail et on va dire cette reconnaissance, voilà, tout ce qui se mettait en place comme ça, tout ça, toute cette motivation va être en berne et ça va vraiment, vraiment chuter. Donc voilà, sur les manifestations, alors peut-être ça vous parle. Alors j'ai vu en commentaire, je crois que Caro, elle mettait que ça pouvait se manifester tout cumulé. Oui, bien sûr, on peut tout cumuler, évidemment. Et au niveau du plexus, oui, évidemment, parce que c'est aussi la zone où il y a quand même un peu tout qui... tu vois, on parlait de plein de ramifications qui arrivent à un centre, c'est un peu ça, le plexus. On est vraiment sur ce qu'on tient, ce qu'on va tenir, ce qu'on va garder, enfin voilà. Donc oui, Caro, effectivement, on est sur une Le magnifique... lien et la tête et le plexus va ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, on peut pas... voilà, alors ça, je pourrais le dire après, mais je vais le dire maintenant, puis je le redirai après, tant qu'à faire, je vous remets une couche, mais Répète un coup, ça fait du bien des fois. c'est ça. Notre corps, en fait, il nous tient. On est d'accord. Tu parlais de voiture, mais moi, je prends souvent, en fait, cette image-là, François, de la voiture. Si vous ne mettez pas d'essence dans une voiture, vous ne pouvez pas aller à Paris, là. On est d'accord. Donc, le corps, c'est pareil, en fait. C'est exactement la même chose. Il vous tient, il y a les muscles, il y a la colonne et tout ça. Si vous n'en prenez pas soin, vous allez vous liquéfier comme une flaque, en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de trucs à prendre en compte. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent. L'erreur qu'on fait souvent, c'est Ouais. alors que la plupart, ou si ce n'est peut-être même tout le monde, on a conscience que les signaux du corps, c'est important d'y prêter attention. Et si on n'écoute pas notre corps, si on n'écoute pas les signaux, et ces signaux, ils sont liés à quoi? Parce que si je prends du poids, si je développe des addictions, si je vais même développer des douleurs chroniques, des problématiques de sommeil, etc., etc., une baisse d'énergie, la santé d'une manière générale qui en prend un coup, si là, on n'écoute pas, en fait, l'univers va nous envoyer toutes les informations et les choses vont s'aggraver. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'inconscient est binaire. L'inconscient, pour lui, c'est vie ou mort. Je suis dans une situation, notre inconscient, il est uniquement là pour nous garder en vie. Et même si pour nous garder en vie, je dois générer de l'addiction, générer des douleurs chroniques, générer des relations toxiques, générer tout ce qui peut être apparenté comme des comportements ou des résultats qui ne sont pas des plus agréables. Mais pour l'inconscient, et c'est ce qu'on partage d'ailleurs en technique de pacification émotionnelle, l'inconscient fait quelque chose parfaitement bien pour nous garder en vie. Et ça, je refais un pont d'ailleurs par rapport à ça. Dans la mesure où l'inconscient fait les choses parfaitement bien pour nous garder en vie, ça veut dire qu'à un moment donné, si on fait ami-ami avec l'inconscient, on va pouvoir transformer ce qui va générer en fait ces symptômes. Et c'est là où c'est vraiment important de comprendre que c'est possible. Mais après, ça demande certaines stratégies qui, dans certains cas, doivent vraiment
être holistique, parce que si je ne travaille que sur l'inconscient et tous les programmes qui ont été fabriqués, générés par rapport à différentes expériences, la reproduction de scénarios, c'est une chose. Mais si je ne prends pas en compte, mais on y reviendra peut-être, on va y revenir après, le Ouais. corps, etc., Ouais. on y reviendra après. Ce sera plus difficile, ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est ce qu'on se disait, tout est imbriqué finalement. Donc, on fait des allers-retours volontairement pour vous montrer qu'il n'y a pas petit 1, petit 2, petit 3, mais que voilà, il y a plein de choses qui vont ensemble. Mais du coup, tu vois, si pour expliquer un petit peu finalement toutes ces manifestations en vous racontant une histoire. Oui. Bah, Tu commences par la tienne? ouais, je raconte mon histoire. On en a une chacun, comme ça on ne fait pas de jaloux. Mais du coup, moi, si je vous donne comme expérience, ou en tout cas comme image, l'histoire d'un monsieur qui est en plein burn-out. Vraiment, rien ne se passe bien au travail. Il n'en peut plus. Il est en pétage de câble. Et il rentre chez lui directement, sans se poser la question de comment je rentre chez moi. Il rentre chez lui, sa femme lui pose une question et il l'envoie chier tout de suite. Alors qu'elle lui posait une question sur est-ce que tu as pu aller chercher ça ou faire ça. Il l'envoie chier tout de suite. Du coup, elle le prend très mal, c'est assez violent parce qu'elle n'est pas du tout, j'aime bien cette image, pas sur la même fréquence radio que lui. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Et ben derrière, en fait, l'enfant vient demander quelque chose à la maman et la maman lui dit débrouille-toi et elle l'envoie paître. Donc l'enfant aussi, par répercussion, vient de se faire envoyer loin et il se débrouille tout seul, pas très content. Et en plus de ça, on lui dit bah, écoute, c'est bon quoi, au moins fais quelque chose, sors le chien. Sors le chien, sauf qu'en sortant le chien, il obéit pas trop, donc le gamin, il lui met un coup de pied, il tire la laisse, enfin, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, le chien, il mord quelqu'un. Tout ça pour vous expliquer que le retentissement que peut avoir une situation comme ça, en fait, ça peut amener à des situations un peu extrêmes, parce que se faire mordre par un chien, c'est pas forcément agréable, mais surtout pour vous faire comprendre que le chien, il n'y a rien, le pauvre, il y est pour rien dans l'histoire, l'enfant non plus, la mère non plus, et finalement le mari, oui, un peu, parce qu'il n'a peut-être pas les outils pour, mais en tout cas, voilà, comment on peut, d'une situation, arriver à une autre situation extrême et ne pas réfléchir à comment tout ça a pu se produire. Le burn-out, c'est un peu ça. Voilà. Et on a une autre histoire, parce qu'on est sympa. Certes, mais ça me fait penser aussi à une chose, c'est un petit peu comme si, parce qu'on va arriver à des émotions, quand on Oui, parle ouais, potentiellement agressif, tout potentiellement à fait. violent, parce que à l'opposé, complètement apathique et complètement éteint. Et c'est un petit peu le principe si je suis dopé aux hormones de survie, hein, Ouais, cortisol, adrénaline. Le exact. truc, c'est qu'à un moment donné, on va avoir des émotions, des sensations et ça peut exploser. C'est un petit peu comme si on mettait un enfant au volant d'une voiture. Si on le met au volant de la voiture, à mon avis, on va risquer un accident. Mais si on met l'enfant dans le coffre de la voiture et qu'on l'enferme, ça va aussi produire des dégâts qui ne seront pas vraiment top, quoi. Ouais, bien sûr. Et moi, ce que je vois dans tout ça, parce qu'au travers des échanges qu'on a eus, c'est vrai que je ne voyais pas, et je vois maintenant, le lien et vraiment, c'est presque du copier-coller par rapport aux relations toxiques. Et en ce sens, c'est vrai que c'est un petit peu… alors, on a eu une discussion aujourd'hui, je parlais d'un vortex, mais là, je vais revenir à la casserole d'eau froide qu'on met sous le feu avec la grenouille qui est dedans. Et la grenouille, elle est dedans, elle peut nager, elle est tranquille, elle est dans son eau, et puis ça chauffe progressivement. Mais le truc, c'est qu'au moment où l'eau est brûlante, elle a plus la force de sortir et elle va mourir. Et c'est vraiment le point commun que je vois entre le burn-out et les relations toxiques, les relations avec des personnalités qui sont manipulatrices, parce qu'on est pris dans une espèce de transe. Au fond de nous, si on avait la capacité à aller voir ce qui se passe du côté de notre intuition, on sait que ça ne va pas. On sait qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, mais on devient tellement épuisé qu'on devient sans réaction, sans capacité. Tu parlais de capacité cognitive, il n'y a plus cette capacité-là. Parce que le stress généré, lui, il a différentes conséquences. Le taux de cortisol qui est trop élevé, c'est que déjà la mémoire, l'hippocampe va en prendre un coup. Donc, effectivement, des problèmes de mémoire, des problèmes analytiques aussi, d'analyser quelque chose, ça devient plus difficile. Et on est pris voilà, comme une transe hypnotique. Et le truc,
comme moi, personnellement, ça m'est arrivé, c'est qu'au moment où eh ben, on s'écroule totalement. Et Et du coup, c'est super ce que tu dis parce que finalement, ce qu'on peut retenir en fait de ces manifestations là par rapport à cette fameuse situation d'épuisement, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être pris au piège, sans issue. Peut-être ça parle à Marilyn. On doute de nos propres compétences, on se dévalorise et on se dit bah voilà, je suis nulle, je sais pas faire, et on se sent complètement abandonné. Et parfois, par répercussion, on devient un peu parano aussi. Du coup, c'est complètement en lien avec ce que tu viens de dire, c'est que on a vraiment cette toxicité qui peut s'installer, qui est là. Et l'idée, c'est de dire, bah tiens, dans tout ça, dans ce brouillard un petit peu, voilà, où je place peut-être mes phares pour aller trouver, pas un de tout exploser, mais un fil déjà qui va m'aider à progressivement virer un petit peu le brouillard. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai encore une histoire, mais rapide. C'est une personne qui passe son permis de conduire. Il y a la personne qui va lui donner ou pas le permis à côté. Et en fait, elle roule sur une route. Et puis d'un coup, mais grosse averse d'eau, il pleut, il pleut, il pleut. Et la personne continue à rouler. Et en fait, la personne à côté lui dit, mais enfin, pourquoi vous ne mettez pas les essuie-glaces? Voilà, elle met les essuie-glaces. Mais du coup, elle continue à regarder l'eau qui tombe, en fait. Et il lui dit, mais il faut regarder plus loin. Donc, en fait, c'est pas le tout de se sentir dans l'eau, c'est pas le tout d'avoir des essuie-glaces, il faut aussi pouvoir se projeter un peu plus loin. Et les outils qu'on a envie de vous partager, en fait, c'est vraiment ça. C'est que vous allez bien comprendre ce que c'est le burn-out, vous allez vous dire, OK, je mets les essuie-glaces, mais du coup, comment vous faites pour regarder un peu plus loin? Voilà. je On en dit vois, des histoires. je vois un autre commentaire, donc toujours de Marilyn, Oui, vas-y. qui dit que bah, je pleure en me réveillant le matin sans raison. Bah, c'est un autre symptôme Oui, qui peut tout arriver. à C'est-à-dire fait. que je ne sais pas pourquoi, mais mon corps va réagir d'une certaine manière. Ouais. Je voulais revenir aussi sur un événement qui s'est passé en France que certaines connaissent peut-être. C'est ce salarié de France Télécom qui s'était suicidé. Je crois que c'était France Télécom à l'époque ou Orange, enfin non, peut-être Pour Orange. Télécom, ouais. Et tout à l'heure, j'évoquais la gestion des relations humaines d'une manière algorithmique. Mais voilà, on a dans certaines entreprises, alors j'ai l'impression que ça a été aussi malheureusement cet événement plus que malheureux, a peut-être mis l'attention de politiques ou de certaines personnes pour dire il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais le nombre de personnes qui sont dans cette situation où on va les faire culpabiliser, où on va en fait leur mettre une charge de travail énorme, sans aucune par rapport à leurs compétences aussi, sans liberté d'action. Vraiment coller un cadre en fait dans ce qu'on leur donne de faire. Donc ça devient quelque part des exécutants simplement à qui on ne demande pas de réfléchir. Et, euh, et des cas comme ça, c'est de plus en plus. Oui. La société génère ce genre de choses et c'est pour ça aussi que ce sera intéressant d'évoquer les pistes, justement, quand on arrive à un moment donné où notre corps, dans toute l'expression de notre corps, que ce soit voilà, la santé, le poids, moins plus, ou tout un tas de manifestations, de se dire, là, peut-être que j'ai des questions à me poser par rapport à ce que je fais au quotidien et qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai à apprendre peut-être pour faire autre chose. Parce que si aussi, je crois que c'est un point important, c'est la focalisation sur ce qui est matériel. Je suis obligé de travailler plus, toujours plus pour payer l'emprunt de ma maison, le remboursement de la voiture, les enfants, les études, le truc, le machin. Et on est dans une connexion par rapport à ce qui va être matériel, totalement, uniquement, complètement déconnecté finalement des besoins élémentaires. Si on prend la pyramide des besoins, on est complètement déconnecté de ça. Et je crois d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas échangé par rapport à ça, parce que finalement, on va se rendre compte que dans le cas de burn-out, la pyramide des besoins, elle n'existe plus. On est complètement en bas et c'est à reconstruire, en fait, étage par étage. C'est ça. Ben, du Alors, coup, on sera obligé de faire un autre live où on va à la préciser. pyramide des besoins par rapport au système de croyance, au système de valeurs, oui, c'est juste quelque chose Ah bah oui, de passionnant. effectivement. Mais du coup, dans ce que tu dis, vraiment, je vous redonne l'image du grand écart, mais en fait, l'idée, c'est de se questionner sur votre charge de travail avec cette idée que concrètement, est-ce que concrètement, par rapport à ce qu'on vous demande, vous pouvez tout faire? Première question. Ensuite, le burn-out, il se met aussi du côté du contrôle, c'est-à-dire que est-ce qu'on vous donne ou pas l'autonomie décisionnelle? Est-ce que vous pouvez encore décider?
de ce que vous faites. Ensuite, il y a le côté reconnaissance. Est-ce que c'est important? C'est important d'entendre, et même si ce n'est pas forcément trop dans les habitudes en France, hein, on pointe plutôt le négatif, mais c'est important d'entendre c'est bien ce que tu as fait, super, tu as assuré, on a besoin d'une reconnaissance sociale. Le côté, la communauté aussi, on a besoin de se sentir appartenant à un groupe. Donc, si au boulot, on se sent esseulé, forcément, voilà, c'est important les relations sociales avec les collègues. L'autre point qui est peut-être là où vous pouvez vous questionner, c'est la justice et le respect. Bien souvent, il y a un grand écart entre ce que nous, on veut faire dans notre travail et ce que peut-être les dirigeants ou en tout cas les gens autour de vous vous donnent à voir, hein, ce qui sont assez transparents. Et puis surtout aussi, le point important, c'est les valeurs. Hein, les nôtres et celles de l'entreprise. Est-ce que c'est les mêmes ou pas, hein, et ce grand écart-là. Tout ça, ça va progressivement, en fait, ça va nous donner ce sentiment de... moi, je vous dis, hein, ce que je ressentais quand j'étais en institution, c'était qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ça et en même temps, j'ai l'impression de cautionner. Il y a une culpabilité qui se met en place qui est absolument horrible et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ressentent ça aussi. Donc, quand vous êtes dans ça, c'est qu'il y a un petit peu le feu à la maison. Il faut se questionner et voir comment on peut faire, comment vous pouvez faire justement pour éviter d'être trop dans ce grand écart. Hein. Alors, pour une danseuse, c'est rigolo de dire ça, mais je vous dis quand même, malgré tout, même si on sait le faire, c'est quand même pas super à avoir tout le temps à faire. Donc voilà, donc du coup, l'idée, c'est de trouver des clés, justement, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est ça, dans ce que tu viens de dire, la culpabilité. Les personnes qui vont, parce que ça, on le retrouve dans la manipulation, hein, les relations toxiques, le levier de la culpabilité. Tu ne fais pas assez bien, tu es trop nul, tu ne travailles pas assez, enfin, tous les reproches qu'il peut y avoir et qui vont toucher finalement non pas la personne, son travail, mais toucher en fait ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Tout à fait. Et si, parce qu'on peut faire une petite parenthèse sur les blessures émotionnelles, hein, sur le rejet, l'abandon, la frustration, la trahison, l'injustice, l'impuissance, parce qu'à un moment donné, il y aura un travail qui va clairement arriver, c'est quand on va arriver sur de l'émotionnel, qui va arriver là-dessus. Donc tout ça, ça a été généré à différents moments de la vie. Mais il y a qu'est-ce qui est acceptable? Et on va aller justement, à partir du moment où il y a une conscience, OK, je veux changer les choses, ce qui va se passer, là, on peut parler, je peux évoquer un métaprogramme, hein, c'est aller vers ou éviter. Le truc, c'est voilà, je ne veux plus vivre telle expérience, je ne veux plus travailler dans tel type d'entreprise avec des ressources humaines qui travaillent comme ça, avec un patron qui a tel comportement. Après, le risque par rapport à ça, c'est si je veux éviter, mais que j'ai des peurs qui sont derrière ça, là, il va être important d'aller justement transformer ça parce que si on ne le fait pas énergétiquement, notre vibration va nous amener à vivre le même type d'expérience. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre inconscient va nous amener à les vivre de nouveau. Et tout à l'heure, je parlais d'être proactif ou réactif. Justement, c'est d'apprendre, non pas d'être uniquement proactif ou uniquement réactif, ça peut-être qu'on a donné, mais de trouver justement, et en PNL, c'est vrai qu'il y a des métaprogrammes qui sont très intéressants, mais dans un travail qui est fait, c'est justement d'équilibrer tout ça. C'est pareil, une personne qui travaille dans une entreprise, j'ai cité le cas d'Orange, si son métaprogramme, c'est référence interne et qu'elle a un patron ou un manager qui lui dit systématiquement ce qu'il faut faire, elle va facilement aller vers un burn-out. Parce que sa programmation fait que c'est une personne, si c'est une personne qui a besoin justement d'utiliser ses capacités analytiques, sa capacité de réflexion, d'analyse pour faire quelque chose, clairement, ça va bugger. Donc, c'est intéressant aussi de connaître son fonctionnement. Comment, ça dépend si on est dans la phase du burn-out, avant, après, et de définir qui on est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose d'essentiel. Et ça, en PNL, on parle d'enrichir la carte du monde de la personne que l'on va aider. Et c'est justement de rééquilibrer tout ça. Dans ce que tu dis, c'est ça. En fait, surtout ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est en situation de burn-out, on n'est pas que la personne qui est en train d'être en burn-out, en fait.
Pour info, j'aime bien dire ça comme ça, pour info, on a tous été un bébé, on a tous un jour pas eu le langage et donc on a eu à apprendre, appréhender le monde sans le langage. Donc on a forcément enregistré des choses dans notre corps, dans nos émotions, dans nos ressentis, dans notre tête aussi, de manière vraiment à part du langage. Donc forcément, à un moment donné, quand on va travailler une situation traumatisante, enquiquinante, voilà, on va être forcément obligé de passer par des choses un peu plus antérieures et à avoir à se questionner sur des choses. Hein. Alors, ça ne veut pas dire, hein, moi je travaille beaucoup en psychodynamique, hein, n'imaginez pas les gens sur le divan, hein, ça c'est la psychanalyse, mais on a vraiment à travailler justement en quoi cette situation-là, à un moment donné, résonne en moi de certaines situations en lien avec, je ne sais rien, les parents, l'environnement, voilà. Et quand on commence à faire des ponts comme ça, eh bien, on n'est plus englué dans cette situation de burn-out, mais on va commencer progressivement à se remettre un petit peu des couches progressives, à se rhabiller et à revenir un petit peu dans qui on est, nos ressentis, nos faiblesses, nos failles, on les appelle un peu comme on veut, et on va apprendre à faire avec. Et quand on arrive à faire avec, on peut franchement, on s'éclate, quoi, vraiment. Donc, donc voilà. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, ben, à un moment donné, quand c'est plus possible, c'est pas grave, on a le droit d'aller travailler avec un thérapeute, un psychothérapeute, hein, voilà. En général, c'est pas mal quand on vous le conseille, voilà. Mais c'est important, voilà, de se dire enfin, on a tous eu un moment, enfin moi en tout cas perso, j'ai eu un suivi pour moi aussi. Enfin, dans la vie, c'est vachement bien de se comprendre et d'avancer. Voilà, donc c'est un petit conseil. Allez-y, ça c'est super intéressant. Alors, il y a une question, je vais y revenir dans un instant, ouais. une question de Caro. Il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est justement de ne pas rester dans le pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi, et plutôt de se demander qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Oui. Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi par rapport à cette expérience-là? C'est tout bête, mais ça nous projette dans le futur plutôt que de nous ancrer dans le passé. Tout à fait. Et même si, voilà, bon, ben, par exemple, en TPE, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Voilà, on ne fonctionne pas de la même manière, mais finalement, le résultat, c'est un petit peu la même chose. Mais le pourquoi, il est important de le laisser tomber et j'ai quoi apprendre de cette situation? Je reprends la responsabilité de ce que je vis. Je dis, il y a un burn-out, une relation toxique, on va y revenir dessus. Je suis le créateur génial de tout ce que je matérialise, de tout ce que je fais. C'est moi, à partir du moment où je pars du postulat que tout ce que je vis, tout ce que j'ai matériellement, tout ce qui se passe, toutes mes émotions, c'est moi qui en suis le créateur. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le patron, ce n'est pas le conjoint, c'est moi. C'est beaucoup plus facile pour faire un travail et aller vers, et on va y venir juste après la question, sur qu'est-ce que je veux vraiment. Et ça, on va y revenir. Caroline, peut-on en conclure que les relations toxiques existent que si on est en burn-out? Ah non, je suis pas du tout. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que au niveau des symptômes, au niveau des conséquences, on va avoir le même genre de résultats, en fait. Mais ce sont deux choses différentes, mais qui vont aller dans le même sens en termes de ressenti, en termes d'énergie, en termes de santé, en termes d'addiction, en termes de tout ce que va mettre en place l'inconscient pour nous garder en vie, en fait. Par contre, effectivement, on peut être dans une dynamique qui va faire que peut-être on va être plus enclin à se tourner vers certaines personnes qui, du coup, vont venir s'inscrire dans ce qu'on vit déjà au niveau peut-être professionnel. Donc, forcément, quelque chose de toxique, quelque chose d'addictif, et voilà, ça c'est sûr. Après, ce que vous pouvez avoir en tête aussi, là, et ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on n'a pas du tout la même formation. Avec François, pas du tout. Et pour autant, on vous dit finalement la même chose avec peut-être des mots différents. C'est très bien d'ailleurs, c'est une richesse. Mais dites-vous qu'en fait, à partir du moment où vous aurez trouvé comment vous avez envie de faire les choses ou par quel bout prendre les choses, d'être accompagné, ça sera génial en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je vais vous dire très franchement, personne ne nous écoute. Hein. J'ai des collègues psychologues qui ne se mélangent pas à d'autres professions.
mais qu'est-ce que c'est pas bien. Donc voilà, c'est une richesse aussi d'entendre peut-être d'autres façons d'entrevoir les solutions ou autres. Voilà. Et justement, là, je vois Marilyn qui s'enferme chez elle Oui. qui nous dit étrangement, au travail, ça peut aller. Et même Ouais. si voilà, elle ne se sent pas toujours à sa place. Et alors, c'est intéressant parce qu'elle nous dit, je voudrais bien consulter, mais je ne sais pas vraiment où me diriger. Bah, peut-être que déjà, l'univers t'a envoyé au bon endroit ce soir, Oui, je ne sais pas. exactement. Déjà, c'est Pour bien que déjà, le... ah oui, félicitations d'être là parce que c'est Hmm. super en fait de Oui. venir écouter, voilà, même si vous êtes touché de près ou de loin. Donc, Marine, je pense que tu peux en MP te tourner vers François et par répercussion vers moi et on t'orientera de la meilleure des manières, hein. Voilà, ça c'est sûr. Du coup, tu vois, tu disais tout à l'heure de faire des choix aussi. Donc moi, je suis en lien et je me forme avec la spécialiste burn-out de Suisse et elle dit une phrase que j'aime beaucoup qui est plutôt que la survie, choisissez la vie. C'est vrai ça. Pourquoi on irait en mode survie, survie, survie et d'un coup plus rien. Autant choisir la vie pour mieux gérer les modes survie qu'on peut tous avoir à des moments donnés, hein. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle nous dit là. Alors, il y a une chose qui est très importante aussi, et ça, moi, je tire ça de Joey Dispenza parce que je trouve son approche passionnante, scientifique et neuroscientifique. C'est que quand voilà, on a beaucoup de stress, d'adrénaline, toutes ces hormones de survie, le problème, slash solution, je mets toujours les deux ensemble, c'est qu'il y a une forte addiction du corps par rapport à ces hormones. Beaucoup plus finalement que les endomorphines, etc. Il y a une très forte addiction. Donc, ça va être vraiment, il y a un travail qui est réellement connecté avec avec des protocoles que je peux utiliser moi par rapport aux addictions, parce que dans des cas extrêmes, et on revient à quelque chose d'holistique, c'est important de mettre les mains dans le cambouis si on a vraiment décidé de s'en sortir pour vraiment bosser et mettre en place de nouvelles routines et faire un travail sur l'inconscient, etc., pour avancer. Et le point, donc, se sortir de ça, se libérer de ça, et moi je dis même euh, potentialiser ça. Donc, moi, je vais vous dire, au moment en 2017, quand je me suis effondré, celui qui me disait, mais François, c'est rien, c'est dans ta tête, etc., machin, c'est pas grave. J'avais été abusé, j'ai perdu des sommes d'argent considérables. Les relations, pareil, les enfants, je vois plus mes filles, etc. Enfin, on m'aurait tenu des discours, ça aurait été un petit peu délicat. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer un premier coach. Et puis, les choses sont faites en fait naturellement parce que justement, quand on a pris la décision, à partir du moment où on prend la décision, non, ça, OK, j'ai plus envie de vivre ça, j'ai envie d'expérimenter quelque chose de différent. Et là, dans tout le processus, je vais m'occuper de mon corps, du mental, etc. C'est quoi la lumière? Et moi, j'aime bien l'image du marin qui est sur l'océan. Voilà, il navigue sur les océans. Lui, il a toujours son étoile polaire. Il voit toujours son étoile polaire. C'est pas que l'étoile polaire, il va l'attraper, il va toucher l'étoile polaire. Mais c'est que cette étoile, elle va le guider. Elle va faire en sorte que, justement, il y a mauvais temps, il y a de la tempête, il y a de la houle. Et en fait, il y aura cette étoile qui va être là et qui va lui donner, en fait, l'énergie d'avancer, l'énergie de continuer. Et c'est un petit peu ça quand je dis qu'est-ce que je veux vraiment. Et je sais que au moins une personne ici sait de quoi je parle. Ce que je veux vraiment va vraiment déterminer, en fait, d'une manière globale, le fait de traverser aussi une difficulté. Quand on parle d'élargir, alors certains disent sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est une vraie connerie de dire ça. C'est plutôt de l'élargir, c'est-à-dire que je vais faire un pas, je vais être un peu en déséquilibre et je vais reprendre l'équilibre. Mais élargir cette zone de confort, ce n'est pas toujours extrêmement confortable. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques instants, c'est que l'inconscient est binaire. Quand moi, consciemment, je décide d'élargir ma zone de confort, mon inconscient, lui, il dit danger, reviens à ta place, reviens où tu es. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important d'être accompagné parce qu'on peut avoir toutes les connaissances du monde. Quand on sait que les programmes sont à 95-98% automatiques, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos comportements,
que ce soit nos comportements alimentaires, enfin, tout ce qu'on fait, c'est automatique, quasiment. Donc, notre marge, elle est là, hein, parce que si on veut reprendre l'expression la pleine puissance de notre vie, c'est utiliser le conscient, justement, faire ami avec Sandrine qui arrive, ça me fait plaisir, pour progresser, pour évoluer. Et je le dis encore, qu'est-ce que j'ai à apprendre d'une expérience qui me pourrit la vie? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui a permis que j'ai créé, j'ai généré telle ou telle relation, telle ou telle sensation dans mon corps, tel ou tel problème de santé, cette sortie de l'homéostasie dont il est important de prendre conscience, je crois que c'est important de le répéter, que si je reste trop longtemps sous hormones de stress, 90% des consultations, plus de 90% des consultations en médecine générale sont connectées directement ou indirectement au stress. Donc, ça peut aller d'un rhume, d'une allergie, et on peut aller dans les cancers, des maladies ou des pathologies décrites par les médecins, des choses qui sont beaucoup moins agréables, mais à la base, ça va être généré par un excès de stress. Et le stress, dans le concept EVE, le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Et Sylvie, tu connais ça par cœur, j'espère maintenant. À partir du moment où on va transformer nos perceptions, en fait, la vie va changer vraiment, vraiment rapidement. Et là, vous l'entendez du coup en fait, on avait noté 4 solutions, mais en fait, tout est mélangé. Vous l'entendez, hein? Là, on vient de vous parler finalement d'un premier axe, ça serait de travailler par rapport au côté émotionnel. Alors après, avec un accompagnement que vous pouvez entendre du côté de la psychodynamique, du côté du coaching, du côté de pas mal de choses finalement. Mais vous entendez aussi qu'on a le corps à prendre en compte. On a ce qu'on met dans notre corps, la nutrition, et on a aussi comment on se projette aussi dans l'après, ou en tout cas de qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein, parce que des fois on se dit ils sont bien sympas tous les deux, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a tout cet accompagnement-là du côté de l'émotionnel. Et puis après, cet émotionnel-là, il va bien falloir le cadrer, entre guillemets, et en tout cas d'en faire quelque chose dans son corps. Et quand on a préparé tous les deux ça, on parlait beaucoup de l'activité physique, hein. Alors l'activité physique, hein, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir le sport, effectivement, mais ça doit être d'autres choses où on bouge notre corps, hein. Eh bien, la première chose qu'on peut proposer en activité physique, c'est le repos. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out, qui se mettent à faire du sport à outrance. Du coup, on est dans l'addiction et on n'est pas du tout dans, je pense, mon organisme, qu'est-ce qui se passe, etc., hein. Donc, le premier conseil, avec en même temps l'accompagnement psychique, ça va être vous reposez. Et du coup, typiquement, quand c'est des choses, moi souvent c'est le conseil que je donne à mes patients, c'est qu'à partir du moment où un truc vous prend la tête, il faut le travailler. D'accord? Donc quand le travail vous prend la tête, peut-être c'est bon, c'est pas une faiblesse de s'arrêter. De se reposer, voilà, on a le droit, hein, de se reposer, voilà. Et puis ensuite, on va pouvoir enclencher, puisqu'on a posé un peu la machine, enclencher différentes activités. Ça peut être du sport, ça peut être de la marche, etc. Il y a plein de bienfaits, hein, dans l'activité physique qui vont se répercuter sur le mental. Par exemple, déjà, ça va vous permettre d'augmenter vos capacités cardiovasculaires, de renforcer vos os, de gérer votre poids aussi. Mais au-delà de ça, vous allez pouvoir récupérer une confiance en vous, donc la fameuse confiance en soi, où vous allez pouvoir justement, comme vous allez générer de l'énergie, de la vitalité, vous allez être content parce que vous allez sentir votre corps, tenir votre corps, et donc aussi développer vos capacités. Donc voilà, c'est satisfaisant. Donc la confiance en soi elle va augmenter. Vous allez aussi, par répercussion, quand on fait du sport, hein, on se donne des objectifs quand même un peu. Je vais courir, je sais pas, 2 km, 3 km, ou alors je vais faire 1 heure, ou machin, etc. Ça, c'est des objectifs de vie, hein, même s'ils sont petits et que c'est pendant le sport. Donc ça, en fait, ça va vraiment permettre de tenir vos objectifs aussi de vie, en tout cas de vous dire que vous pouvez en avoir, même si au travail on vous dit que c'est pas bien et que vous n'en avez pas, vous allez pouvoir tenir des objectifs de vie, et en plus de ça, vous allez faire appel à vos 5 sens, hein. Quand on court, il y a, voilà, on peut toucher, on peut sentir, il se passe plein de choses, hein, quand on fait du sport.
Ça peut être aussi une source de motivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, ah là, eh ben, dans tant de temps, je ferai ça. Voilà. Donc, c'est aussi se motiver dans ça. Ça améliore la concentration aussi. Ça, c'est hyper important. À partir du moment où vous arrivez à vous concentrer, vous allez pouvoir aussi recentrer vos idées. Parce que, bon, clairement, hein, si vous ne pensez pas à mettre un pied devant l'autre, vous vous cassez la figure, on est d'accord. Donc, il va falloir se concentrer sur ce que vous faites un petit peu quand même aussi. Et puis, surtout, ça va vraiment être en lien avec aussi la mémoire. Et quand dans ces situations d'épuisement, on a l'impression qu'on oublie tout, qu'on n'arrive plus rien à faire, ça va aussi recentrer ça. Ça va vraiment permettre d'activer l'hippocampe et de produire en fait voilà d'aller activer tout ce qui est neurones aussi, donc ça c'est vachement intéressant et ça va éviter justement tout ce qui est du côté un peu mnésique. Ça va vous permettre aussi de mieux réfléchir, de trouver de nouvelles stratégies. Hein, parce que bah, voilà, pour réussir notre sport ou notre activité ou marcher ou voilà, il faut qu'on mette en place aussi des stratégies pour y arriver. Vous allez du coup réduire le stress et le côté coup de mou. C'est quand même vachement sympa, je trouve. Donc, ça va permettre vraiment de stimuler, on en parlait, hein, les fameuses hormones hein, du plaisir. C'est un anti-stress naturel, alors allons-y, tant qu'à faire. Et puis, ça va permettre aussi de développer notre leadership parce qu'on va s'entraîner, on va répéter, on va vraiment gagner en confiance et on peut aussi aller vers des sports d'équipe, marcher en groupe. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de hyper intéressant. Et puis surtout, on va faire de nouvelles rencontres, on va développer nos qualités personnelles. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on va se rendre compte que non, nous ne sommes pas que quelqu'un qui n'est pas reconnu, qui n'arrive pas voilà, dans son travail. On peut aussi être quelqu'un de super bien dans un autre groupe ailleurs. Donc il y a vraiment plein de bienfaits. Et sachez aussi que, selon les études, mais c'est vrai, une demi-heure de marche, ça augmente de 60% votre créativité. Donc, quand il s'agit d'avoir des idées pour savoir comment on fait pour sortir de ce bourbier, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a pas mal de bienfaits par rapport à ça. Et ça va impliquer aussi la nutrition, au final. Mais Je bon, reviens- on a le sportif quand même qui peut témoigner. Oui, et justement, le mot sport, ça peut faire peur. Oui, Et c'est c'est vrai. très intéressant parce que euh, je crois que c'est important de dire que ça peut être de l'exercice. Oui. Une maman à la maison qui s'occupe du ménage, c'est de l'exercice, c'est de l'activité physique. Mm, mm. Alors là, ça peut être important de prendre en compte la posturologie, comment j'utilise mon corps, les mouvements que je fais, parce que ça va générer une fatigue si je fais les choses ou si j'utilise mon corps d'une manière qui n'est pas adaptée. Mais on n'est pas obligé de faire ce que je pratique, qui est un sport quand même tout petit peu violent. Hein. J'étais en stage dimanche, j'ai encore un peu mal. On n'est pas obligé de faire ça. Ce qui est essentiel, il y a 2 points. Le premier point, c'est la répétition, la régularité, c'est-à-dire que chaque semaine, je consacre du temps pour moi pour faire une activité physique qui peut être, comme tu l'as dit, simplement de la marche. Et c'est clair que quand tu connectes marche, créativité, mais marche, créativité, système cardiovasculaire, système musculo-squelettique, c'est excellent et non traumatique. Parce que là, on est dans une activité qui est non traumatique, c'est intéressant. Bon, je ferai un petit pont aussi avec la créativité. Moi, je parle beaucoup de respiration du bassin, où si notre énergie est bloquée au niveau du mental, de l'émotionnel, tu parlais tout à l'heure du plexus, hein, c'est un petit peu le centre de la confiance en soi, n'est-ce pas? Là, cette respiration va nous aider à descendre l'énergie au niveau du premier chakra, donc créativité, hein, chakra racine. Et ce sont des choses qui sont très simples, qui peuvent d'ailleurs se faire, par exemple, en marchant. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais voilà, le point, c'est c'est pas forcément du sport, mais c'est réellement solliciter son corps d'une manière régulière, adaptée et en fonction de ce que l'on veut vraiment, qui peut être progressive. Parce qu'à un moment donné, on peut être… alors, ça n'a pas été vraiment mon cas quand je me suis écroulé, parce que c'est vrai que là, c'est un piège. D'ailleurs, c'est un piège à éviter. C'est que si on rentre dans l'excès de sport, moi, je me suis retrouvé à avoir des entorses, c'est parce que c'est traumatique ce que je pratique, à me blesser. Donc là, ça ouvre à des blessures. Donc, ce qui est important, c'est peu importe quelque part la situation, là où j'en suis. Hein. Et moi, j'ai des exemples que je cite souvent. Il y en a un, c'est Philippe Croison. Le mec, il a traversé la Manche à la nage, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Voilà, donc moi, c'est vrai que ça, par exemple, si quelqu'un me dit bah, je ne peux pas faire d'exercice,
j'ai un peu du mal. Moi, par exemple, comme je l'ai dit en tout début, j'étais condamné à ne pas marcher, j'avais une maladie, je devais être appareillé, je ne devais pas marcher de ma vie. Bon, cette croyance-là, c'était une croyance qu'on m'avait apprise et heureusement que j'ai fait les choses autrement. Et voilà, l'exercice, oui, c'est important. Je vais revenir aussi, donc j'ai parlé de respiration du bassin, ça intéresse certaines personnes qui ne connaissent pas encore. Je pourrais en parler. Et la cohérence cardiaque. Parce que quand tu parles d'émotion, en fait, oui, l'exercice va avoir une action au niveau des émotions par rapport au système endocrinien. La production des hormones, ça ne va plus être pareil. Ça va avoir une incidence au niveau de la glande pinéale, au niveau du sommeil. Et tout ça, c'est lié. Petite parenthèse sur la glande pinéale, hein, c'est le régulateur des régulateurs, lui. Et il y a tout qui s'enchaîne. C'est un petit peu, tout à l'heure, on parlait de voiture. La glande pinéale, imaginons que c'est le démarreur, il ne marche pas, il n'y a rien qui marche derrière. Ça ne fonctionne pas. Hein. Je peux avoir la Ferrari top dernier modèle, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça, enfin, moi, c'est vrai que dans ce que j'aime transmettre aussi, c'est à minima comprendre comment le cerveau fonctionne, à minima comprendre comment le corps fonctionne. Parce que quand on n'a pas besoin de rentrer dans de la médecine, des mots compliqués, des descriptions trop techniques, mais à minima, c'est important de comprendre le corps, l'esprit, comment ça marche, comment ça fonctionne ensemble. Et après, oui, bien sûr, en session, en consultation, d'avoir ce travail holistique, ça va être important. Donc, je voudrais parler de la cohérence cardiaque. Moi, je transmets beaucoup la cohérence cardiaque parce que c'est juste un couteau suisse incroyable. Il y a des choses qui sont assez spirituelles dans ce que je peux partager. Il y a aussi, moi, j'ai besoin d'utiliser une base scientifique. Alors, que ce soit de la PNL, le tapping, la technique de pacification émotionnelle, on est sur des bases scientifiques. La cohérence cardiaque, c'est pareil. On va sur PubMed. Si tous les jours, 3, 6, 5, je pratique 3 fois par jour pendant 5 minutes, 6 respirations par minute, je le fais d'une certaine manière, dans une certaine position, avec une certaine intention, j'ai tel résultat. Après, c'est mon choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais je sais que si je pratique la cohérence cardiaque, je parlais tout à l'heure d'homéostasie, je vais rééquilibrer mon système nerveux parasympathique et orthosympathique. Donc, ça veut dire que le système endocrinien, le cortisol va baisser, l'adrénaline, ça va baisser, les endomorphines, etc. L'ocytocine dont on a besoin. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de liens. Et en situation de burn-out, l'ocytocine, je pense que si on regarde les taux, ça doit être la misère. Donc ça, la cohérence cardiaque va permettre soi-même, sans avoir besoin d'un thérapeute ou quoi que ce soit, de changer les choses. Donc, pour moi, je trouve que c'est génial. Moi, j'avais arrêté de pratiquer pendant un moment, je ne pratiquais que la respiration du bassin. J'ai de nouveau, depuis quelques semaines, je recommence à pratiquer en plus la cohérence cardiaque. C'est cool. L'idée, c'est ça, c'est en fait vraiment avoir des outils. Et après, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez même en expérimenter plein d'autres. Nous, on vous partage vraiment ce qu'on fait. Voilà, moi, je vais courir, je fais beaucoup de danse. Voilà, on m'avait dit que je danserais plus, tu vois, des croyances. Finalement, non. Beaucoup de sport, voilà, il faut aussi faire les choses qui nous plaisent, qui nous parlent et surtout qui virent les tensions, en fait. Et on parlait d'activité physique, le lien, il est tout trouvé. Alors, vous avez entendu, hein, solution 1, on travaille les émotions. Solution 2, on fait de l'activité, on se bouge. Enfin, on se repose et on se bouge. Et puis, le lien est tout trouvé avec la solution un peu 3 qu'on va vous dire, c'est-à-dire de comprendre et de vous dire que la nutrition, c'est hyper important. Dans tous les gens que j'accompagne au niveau de la gestion du poids, de la nutrition, du bien-être, de la santé, tous ces conseils-là, je me rends compte que certaines personnes ont une activité physique de dingue, les mamans au foyer, les mamans qui sont au foyer, qui travaillent, qui font les courses, qui font machin, des boulots aussi hyper intensifs, hein, où on est tout le temps debout, etc. Ça, c'est des journées de sportifs. Donc, il faut se rendre compte qu'au niveau nutritionnel, si vous mettez moins d'énergie dans votre corps que ce que vous en dépensez, là, ça va être très compliqué. Très compliqué. En fait, on en parlait avec François, mais on donnait vraiment l'image de on dépense beaucoup d'énergie au niveau de notre physique, donc on claque, hein, les vitamines, les enzymes, machin, tout ça, on claque. On casse la fibre de nos muscles, de notre corps, etc. Et du coup, on arrive à la maison, on se dit, je veux juste manger une salade.
c'est pas possible en fait, parce qu'il faut remettre de l'énergie dans notre corps pour reconstruire justement les fibres musculaires et remettre des vitamines, des choses comme ça. Pour notre tête, c'est exactement la même chose. Vous prenez votre tête comme un gros muscle, vous pensez, vous machin, vous truc, vous bidule, mais à aucun moment vous vous hydratez et à aucun moment vous mettez l'énergie pour que ça reconnecte là-haut. Donc il y a vraiment cette dimension dans ces situations d'épuisement, hein, où il faut finalement beaucoup manger, en tout cas intelligemment dans les nutriments que vous allez apporter à votre corps, si vous voulez tenir en fait la distance. Voilà, hein, je vous donnais l'image de la voiture tout à l'heure. Il n'y a pas que les garçons qui prennent des images de voiture, mais voilà, si vous ne mettez pas d'essence dans votre corps, vous n'allez pas finir votre journée. Voilà, et vous risquez, si vous êtes sportif ou pas d'ailleurs, hein, la blessure. Vous risquez pas mal de bobos finalement. Donc peut-être questionnez-vous finalement, hein, comment vous mangez. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous apportez assez d'énergie à votre corps? Moi, souvent, hein, quand je fais des tableaux nutritionnels avec mes consommateurs que j'accompagne, bah, je me rends compte qu'en fait, voilà, ils ont des journées pas possibles, ils mangent pas, quoi. Enfin, donc ça, c'est pas possible parce que votre corps, au contraire, il va faire des réserves, en fait. Donc voilà, vous risquez l'épuisement et puis aussi peut-être le résultat inverse de ce que vous imaginez. Donc en fait, la nutrition, ce que vous allez mettre dans votre corps, ça va être vraiment hyper important à prendre en compte parce que si vous mettez les bons nutriments avec la bonne énergie, vous allez pouvoir encore mieux synthétiser les vitamines, les minéraux, les micronutriments qui vont vous permettre d'être en forme aussi, d'avoir des défenses immunitaires. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et puis, je faisais aussi la différence, parce que ça, je l'ai beaucoup travaillé en institution en tant que psycho, la différence entre je fais mon repas ou je me nourris. Donc, il y a des gens, à la pause de 13 heures, c'est mon temps de repas. Ils vont manger n'importe quoi, ou alors ils n'ont même pas faim, enfin voilà. Alors que pensez à comment vous vous nourrissez, qu'est-ce que vous aimez en fait quand vous mangez, comment vous vous nourrissez. Vous aimez bien croquer des choses, est-ce que vous aimez bien plutôt les fruits, etc. C'est-à-dire pensez aussi à comment vous vous nourrissez, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Parce que même si dans votre pause repas, vous vous retrouvez à être en burn-out aussi de la nourriture, ou en tout cas de votre repas, ben voilà, ça ne va pas non plus vous aider. Donc, il faut vraiment réfléchir. Il y a mon acolyte qui fait « Ouais, Il y je veux dire… » a un point par rapport à ça, c'est aussi dans le monde dans lequel on vit, tu bosses, tu as ton temps de repas, tu dois manger à un rythme qui n'est pas forcément le tien. C'est ça. Alors pareil, hein, il y a des enfants à la maison, petit déjeuner, école, machin, les repas, comment ça se passe, c'est rapide. Et on le voit d'ailleurs, les plats préparés, c'est de plus en plus courant. Hein. Donc bon, on ne va pas rentrer dans le détail des saletés qu'il y a là-dedans et principalement du sucre ou du sel. Et, Non, mais on pourra faire un thème là-dessus. oui, et la rapidité en fait à laquelle on est… moi, je vais citer quelqu'un que je connais bien, mais quand je vois la vitesse à laquelle il mange, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, justement, comment ça se passe au niveau du système digestif? Justement, parce que peut-être je suis en stress, mais tout ça, ça va dysfonctionner. Parce que, en fait, ce que je vais manger, déjà, quelle est la qualité de tout ça? Et la transformation dans le processus qui est le processus de transformation des aliments dans le corps, j'ai un petit peu un doute que ça fonctionne de la meilleure des manières. Donc ça, encore une fois, hein, c'est pris dans ce cycle de vie où on a développé la croyance que je dois aller vite par rapport à des objectifs qui ne sont pas forcément les miens, etc., etc. Et quand je mets la nutrition au milieu de tout ça, alors que moi, je parle souvent des aliments essentiels par rapport à la glande pinéale, mais ce qu'on met dans notre bouche, selon ce que c'est, selon comment on mange, est-ce que je mange en conscience? Moi, c'est pareil, j'étais quelqu'un qui mangeait extrêmement vite et ça m'arrive de manger encore vite. Et l'odeur, tu parlais, là, on peut rentrer dans le VACOG. Ce que je vois, ce que je sens, ce que je goûte, le contact des aliments dans la bouche, ça me plaît pas? C'est comment? Enfin, c'est parce que je dois, comme tu l'as dit, est-ce que je dois juste me nourrir pour me nourrir? Est-ce que ça correspond à la chronobiologie par rapport justement à mon cycle dans la journée, nocturne, diurne, ces heures, est-ce que c'est adapté par rapport à moi? Qui a dit qu'il fallait prendre le petit déjeuner le matin d'une certaine manière, le déjeuner à midi, le dîner le soir? Qui l'a dit ça? C'est juste un usage, c'est juste un apprentissage que l'on a eu.
Alors, le monde anglo-saxon, on va plus manger le matin, il y a des nuances, mais est-ce que tout ça, c'est réellement adapté par rapport à chacun d'entre nous, par rapport à ce dont on a besoin? Et je crois que c'est intéressant de se poser la question par rapport à ça, parce que parce que c'est juste il y a beaucoup de choses à faire progresser par rapport à ce qu'on mange. Oui, d'ailleurs, on pourra faire justement un thème justement par rapport à ce que peut impliquer au niveau des manifestations justement ce fameux burn-out et qu'est-ce qu'on peut au niveau nutritionnel apporter à notre corps de très basique ou d'un peu plus réfléchi pour justement se sentir encore mieux, ce qui permettra d'ailleurs, parce que, alors pour info, j'aime bien, notre ventre, hein, il est en lien direct avec notre système nerveux. Donc à partir du moment où on met dans notre ventre, il va y avoir des mauvaises ou jolies répercussions selon ce qu'on va manger. Donc voilà, on pourra faire un thème juste là-dessus. Je pense que c'est vraiment, ça peut être hyper intéressant. Et puis, c'est juste que c'est notre cerveau. On a encore un cerveau, là, on a des neurones, on a un réseau de neurones. Donc, si vous avez des questions de nutrition, allez-y, hein, on pourra aussi y répondre avec plaisir. Et tout ça, alors, je refais, hein, les émotions, l'activité physique, la nutrition vont nous permettre d'arriver à cette quatrième solution, mais en tout cas de se projeter dans justement qu'est-ce qu'on fait de tout ça et justement ma situation actuelle, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je la réfléchis autrement? Est-ce que je continue mais je rajoute quelque chose? Comment je me projette d'un point de vue personnel et professionnel dans l'avenir? Comment je peux atteindre ma solution, mon idéal? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Pour pouvoir repenser alors un parcours professionnel ou repenser son parcours personnel, professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas François, toi ce que tu en penses, mais j'ai beaucoup de mal en fait à différencier le pro et le perso parce qu'aujourd'hui, moi, voilà, je suis une entrepreneur indépendante accomplie, donc c'est vrai que j'ai du mal à me dire dans ma vie perso je suis comme ça, dans ma vie pro je suis comme ça, c'est un peu tout ensemble parce que voilà. Donc comment on peut aussi être en adéquation avec qui on est et comment on travaille et ce qu'on peut aussi apporter autour de soi. Je ne sais pas toi ce que tu en penses de cette unité-là. Ah ben oui, bah, tu me parles unité ou dualité, donc je suis pour prôner l'unité et d'être la personne que l'on est, que ce soit par rapport à une activité professionnelle, une activité sociale, perso ou quoi que ce soit. Si à chaque fois on a des visages différents, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais je fais un pont avec la manipulation. Si on n'est pas la même personne en fonction de l'environnement et des gens et des situations, clairement, il y a quelque chose à transformer à l'intérieur de soi. Je le sais parce que je l'ai expérimenté aussi, ça. Par rapport à ce que tu viens de dire aussi, moi j'aimerais ajouter, je le dis assez souvent, c'est l'étude qui a été faite par une infirmière australienne sur des personnes en fin de vie, sur leur lit de mort. 95%, c'est édifiant. Vraiment, c'est édifiant. Et 95% de ces gens-là, en fait, ont des regrets. Des regrets de ne pas avoir passé du temps avec les enfants, la famille, les amis. Des regrets parce que professionnellement, ils étaient dans un truc qui ne leur plaisait pas. Des regrets parce qu'ils auraient peut-être voulu faire un voyage, ils avaient des rêves, ils ne sont jamais allés au bout de tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu la capacité, la ressource, la conscience de se dire mais qui je suis? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et même, je vais plus loin, je me rends compte à quel point, pour moi, dans la hiérarchie des valeurs, c'est vrai que liberté, transmission, plaisir, ça fait partie des valeurs principales, mais ça va être différent pour chacun. Mais il y a un moment donné, justement, quand j'exprime potentialiser l'expérience du burn-out ou potentialiser l'expérience des relations toxiques, etc., c'est l'idée de transmettre me paraît essentielle. Quand on a vécu ces choses-là, et de se dire, et moi je crois que tout comme toi, Lorraine, on fait partie des gens, je pense qu'on se sent bien, même si on a des problématiques, des challenges, des choses qui ne sont pas encore là, des choses qu'on a envie de matérialiser qui ne sont pas là, mais justement, on se fait coacher. Moi, par exemple, je continue de me faire, en ce moment, j'ai 2 coachs en ce moment, plus les formations que je fais par ailleurs, mais le fait de se dire, je parle beaucoup d'apprentissage, apprendre, de quoi, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, où est-ce que j'ai besoin de me former, et voilà, par rapport à ce que je veux dans les piliers des domaines de vie. C'est important de
Moi, je sais que j'ai Sylvie qui est là le sait, Sandrine peut-être aussi. Euh, Quand je parle du travail à faire sur les domaines de vie, en fait, j'ai le courage de poser mes robignoles sur la table pour dire ce que je veux vraiment. Alors, ce n'est pas pour les filles, vous adaptez, hein, vous faites comme vous voulez. Mais à un moment, c'est vrai que ça demande une forme de courage de se dire par rapport aux enfants, par rapport à l'environnement, par rapport à la famille, par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées, par rapport à toute l'éducation et les croyances associées, le système de croyances associées qui est derrière, qui souvent a généré, comme c'est dans le cas dans 90% des cas, le programme de fond, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas aimable, je ne suis pas digne d'être aimé. Ouais. Tout ça, en fait, c'est connecté. Hein. C'est connecté, Oui, comme et je puis dis. tu vois, moi, souvent, enfin, ce que tu dis, moi, je l'appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va porter de ce qu'on nous dit. Il faut avoir tel travail, avoir une bonne place pendant tant d'années, et puis après, tu galères avec ta retraite. Enfin, voilà. Il y a ça, puis il y a tout l'héritage familial aussi. Donc, vous imaginez, on est dans un sacré bourbier. Hein. Il y a l'inconscient collectif, il y a l'héritage familial, il y a nous. Poum, je vous dis, mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut toujours se questionner et toujours faire des choses. Tu vois, tu disais tout à l'heure, la personne sur son lit de mort qui va dire je regrette, je regrette. Ben, moi, je vous propose de repenser peut-être à vos projets quand vous aviez 20 ans, vos projets quand vous étiez plus jeune, ou alors peut-être les 5 métiers que vous aviez envie de faire. Et j'ai envie de vous dire, ben, faites-les. Mais faites-les à la mesure, c'est-à-dire ce que je disais à François, je vous le partage, j'ai toujours rêvé d'être sprinteuse, moi, quand j'étais petite. Je voulais courir le plus vite possible, voilà. Et ben, quand j'ai pu redanser, retrouver une forme physique et être super en forme, et ben, j'ai pris une coach sportive et elle m'a fait faire du sprint. C'est vraiment des choses où pour pouvoir se recentrer, se retrouver, c'est important, voilà. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il faut se questionner aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux plus au niveau du travail, qu'est-ce que je donne au travail et qu'est-ce que le travail me donne. Après, un peu plus largement, on en parle souvent avec François de ça, c'est voilà, qui sont les 5 personnes que je côtoie le plus et du coup, de ces 5 personnes, est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que c'est plutôt du côté positif, du côté un peu plus négatif, par exemple? Quels sont les lieux que j'aime, là où je me ressource le plus? Est-ce qu'ils sont à proximité? On va vraiment pouvoir se questionner là-dessus. Et après, on peut se questionner sur plein de choses. Hein. Ce qu'on disait aussi, c'est quel axe je veux donner à ma vie, remettre les choses à leur place, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins, la qualité de vie aussi, hein, choisir comment vous voulez vivre votre journée, comment vous avez envie que les choses soient, choisir aussi peut-être un sas de décompression, hein, en parlant du travail, c'est-à-dire je quitte le travail, j'arrive chez moi, quel sas je me fais pour arriver chez moi en imaginant voilà, que je me sens bien. Je m'imagine rentrer chez moi, je me reconnecte, comment je suis. Aussi, de ne pas virer les pensées négatives, hein, de les accueillir. Mais en tout cas, voilà, c'est bien, elles sont sympas, elles sont là, maintenant je passe à autre chose aussi. Voilà, vraiment de pouvoir se questionner sur plein de choses, sur notre corps aussi, comment on fait. Est-ce que vous prenez 5 minutes pour bailler, pour danser peut-être, moi j'adore ça, pour tapoter, hein, de pouvoir vraiment respirer, se sentir soi, s'appartenir. Et puis aussi, peut-être, ben voilà, vous s'est passé, même si au travail, on ne vous a pas reconnu en tant que bon professionnel, ben, d'être satisfait de ce que vous faites et de vous dire c'est super. Aujourd'hui, j'ai réalisé tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait tout ça et je suis super content. Voilà, c'est plein de questionnements. Posez-les-vous, allez-y pour vous dire ben, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas et vers où je vais et vers qui je me tourne. Il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas oublié, puisque je vais le partager. Ben oui, on est C'est deux, ça sert à ça. que pour beaucoup de monde, dont je fais partie, si tu ne travailles pas à l'école, tu n'arriveras à rien. Si tu ne travailles pas à l'école, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas ceci. Voilà. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur, il faut souffrir pour gagner sa vie. C'est compliqué de gagner sa vie. C'est difficile. Et bon, alors curieusement, c'est pas un truc qui a fait sens, mais j'ai grandi par rapport à ça parce que bah, j'ai pas eu le bac et j'ai construit un truc de ouf, quoi.
un rêve d'enfant, mais qui juste techniquement demandait quand même 2-3 compétences. Même si je me suis viandé dans un projet professionnel, aujourd'hui, c'est très amusant parce que qui dit qu'un jour, je ne retournerai pas dans ça, hein, puisque c'était un projet très, très important de bateau événementiel. Tous nos systèmes de croyances vont faire que ce sont tous les élastiques qu'on a dans le dos ou les ancrages de la montgolfière qui nous empêchent de monter. Mais tout ça, ça ne reste que des croyances. C'est Mark Twain qui dit, hein, eux, ils l'ont fait, voilà, il suffit d'y croire et ils l'ont fait. Aujourd'hui, il y a, par exemple, tu parlais de dualité tout à l'heure ou d'unité, il y a est-ce que je décide de regarder alors, je cite Macron, les méchants, les machins, les trucs. Ou est-ce que j'ai envie de regarder comment est-ce que je fais pour m'épanouir? Ou est-ce elle est où la lumière que j'aime, la lumière, l'odeur, les couleurs qui me plaisent? C'est ça que j'ai envie de voir, c'est ça que j'ai envie d'imaginer, c'est là que j'ai envie d'aller. Et je crois que et parfois, on est programmé, comme je l'ai été, à voir ce qui va nous donner raison, parce qu'on va préférer avoir raison plutôt que d'être heureux. Voilà. Mais encore une fois, on va connecter ça. Oui, mais c'est à cause d'eux que je me sens comme ça. C'est à cause d'eux, c'est à cause du parent, c'est à cause du patron. Non, non. C'est qu'est-ce que je décide de voir, comment est-ce que je décide de me sentir. Parce que quand on connecte ça à qu'est-ce que je veux vraiment, au bout du compte, hein, s'il y a un travail de coaching et d'accompagnement par rapport à ça, c'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir. Et si je pouvais me sentir comme ça maintenant? Ah bah tiens, oui, ça marche. Donc ça, c'est avec la respiration du bassin, entre autres. Et voilà, et ça, c'est une vibration qu'on va changer à l'intérieur de nous. Parce que la vibration que la plupart d'entre nous avons, et que j'ai très certainement encore, puisque je ne matérialise pas tout ce que je veux vraiment pour le moment, c'est qu'on va vibrer, avoir une vibration de manque. Cette vibration de manque, même si on veut quelque chose et qu'on vibre le manque en même temps, l'univers, il va faire ce qu'il faut, hein, ça ne va pas se présenter. C'est qu'à partir du moment où plus on est tranquille, plus on est serein, plus on vibre haut, et sans attendre ce que l'on veut vraiment, même si on l'a clairement défini, eh ben, on se rend compte, et je me rends compte de plus en plus que, ah bah tiens, il se passe ça. J'y pensais plus, puis ça arrive. Tiens, c'est quoi cette synchronicité d'une personne que je rencontre ou de choses? Tiens, je l'ai voulu, ben, j'y pensais plus, c'est là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où on est calé et qu'on est recentré, les choses arrivent, mais elles n'arrivent pas, elles ne tombent pas du ciel. Ceci dit, comme nous, on est dans un certain état, on va plus facilement peut-être les voir et puis elles vont arriver vers nous. D'ailleurs, du coup, alors, on arrive à 21h30, donc on va essayer de garder le timing, mais si tu es OK, peut-être, s'il y a des questions, on les prend, ça te va? Ah ben, je ne suis pas OK. Bien sûr qu'on veut des non, mais moi, questions. je demande quand même. Tu m'as invité, mais je demande quand même. Bonjour Sandrine. Je ne t'ai pas dit bonjour. Du coup, est-ce que vous avez peut-être des questions ou des réflexions d'ailleurs, ou pas, c'est pas une obligation, mais par rapport à tout ça, est-ce que ça vous a parlé? Je vois des têtes qui font ça, mais… Alors Sylvie, déjà, en fait, tu n'as pas le choix parce que toi, tu es obligé de t'exprimer. En fait, François, il n'est pas très sympa. Au bout d'un moment, il désigne, hein. Voilà. Donc, Ah, mais elle sait pourquoi, Sylvie. Ah, ne te mets pas la pression, Sylvie, on est bienveillant. Attends, l'activation du micro. Tu es active, je crois. Voilà. Ah. Oui, c'est parce que je ne vois pas trop avec des fois que l'écran et le soleil, je ne vois pas trop mon curseur. C'est bon. Voilà. Oui, là, j'ai pris justement avec la formation avec François depuis un sacré bout de temps déjà. J'ai fait des grands pas avec François et je me suis sortie de choses qui étaient vraiment ancrées très bien et ça m'a conduit jusqu'en Martinique, hein, quand même tout ça. Ça va, c'est pas rien au final. 7000 km en passant par François Fortin, on fait 7000 km. Hein. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait de la distance. Voilà. Et au début, quand je suis arrivée, pareil, il y a toujours tout ce que finalement on est tous fait pareil.
C'est exactement, on écoute et on se dit c'est pas possible. La description, on est vraiment tous programmés de la même manière. Voilà. Et j'ai ressenti tout ça en arrivant ici parce qu'évidemment le doute s'est installé et je n'ai pas laissé le temps et la confiance dans la vie à se dire bon, je redémarre, on va voir tout ce qui va arriver, tout ça. Voilà. Et bon, dans une période de Covid, je ne prends plus de gouttes de vitamine D, je l'ai en direct et ça c'est bien. Voilà. Même pas le temps d'aller bronzer parce que voilà, le déménagement est arrivé et tout ça. Et puis, j'ai pas... et puis socialement, refaire une vie dans une mentalité qui est extrêmement différente. Je me suis absentée énormément d'années, même si c'est mon île natale, et beaucoup de choses ont changé. Mais au final, je crois qu'il y a une petite chose que vous avez dit. On peut, j'ai appris là, j'ai tellement écouté religieusement. Et ça, c'était très, très important pour maintenant, pour moi, de regarder ce qu'on a envie de voir. Ouais, parce que si je regarde la drogue et les armes, je ne suis pas sortie d'affaire. Ça, la plateforme de trafic de cocaïne, il ne faut pas que je regarde par là. Mais si je regarde la plage, les cocotiers, la vitamine D, se lever le matin, faire le protocole pas le protocole, mais les exercices de François Fortin en face de moi, avec la vidéo en Ardèche. Mais je mets toujours la vidéo. Comme ça, je suis moins seule. Mais c'est important les routines, ce que tu dis, la routine pour se sentir bien, c'est hyper important. Et surtout dans ce que tu dis, c'est de ne pas se faire polluer par des choses sur lesquelles on n'a pas de prise en fait. Hein, ce qui est important, c'est de faire les choses sur ce sur quoi on peut nous agir. Hein, parce que c'est vrai que voilà, on ne pourra pas changer. Alors si on parle du travail, le patron, le côté gestionnaire du truc, on ne peut pas changer non plus ce qui se passe au bout du monde. On ne peut pas changer des choses qui nous enquiquinent, mais voilà, on ne connaît pas forcément les dirigeants en personne. Enfin voilà. Donc c'est important de se dire, moi, je peux agir sur quoi? Et déjà, si on arrive à faire ça, et si on fait ça, c'est déjà super. Vraiment. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, comme vous pouvez entendre, je souffre beaucoup du bruit, mais parce qu'on n'est pas loin de la route. Mais la semaine prochaine, je vais aller garder la maison de mon frère qui est en voyage. Et là, ça, ça va Plus être calme. Et ben voilà, tu trouves des solutions, c'est parfait. parce qu'on a bientôt le carnaval et il y a pas mal de jours chômés. D'accord. Donc, on est nombreux à rester dans nos maisons. Donc, quand ça délire dehors, on va rester dans les maisons au calme. Voilà. Bah, Merci. franchement, Sylvie, ça me fait vraiment plaisir pour toi de te voir avec une énergie qui est, voilà, qui a vraiment évolué. C'est chouette. Bravo à toi. Merci, merci mon coach. Il y a des fans. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions peut-être, Valérie ou Caro ou Fabienne ou Sandrine ou Christelle? C'est pas une obligation, mais… Sandrine, alors je ne sais pas si tu es là ou si tu es dispo ou pas. Donc, ça me fait déjà très plaisir que tu sois là. Ah non, mais moi, alors je rassure Caro, je ne désigne personne. Hein, non, mais c'est juste, voilà. Fabienne, c'est pareil. Je ne sais pas si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Oui, ou dans l'après-coup peut-être aussi. Oui, également. Après, directement, tu m'envoies un message. Vous m'envoyez un message, c'est OK. Hein. Alors, Sandrine, je suis là. Elle a manqué la première heure. Mais bah, du coup, Sandrine, il va falloir tout regarder et prendre des notes et nous faire un retour. Obligé. Non, c'est pas vrai. Et dans ce que tu as entendu, Sandrine, il y a une question, il y a quelque chose qui fait sens, qui ne fait pas sens? Parce que c'est la première heure. Oh oui, ça fait 37 minutes quand même. On a dit des choses en 37 minutes, Lorraine, non? 1h30, peut-être une heure 30. Ouais. OK. Bien, bah, s'il n'y a pas d'autres… Valérie, peut-être? Je n'ai pas vu, j'ai vu une main bouger. Non, je crois pas. Non, mais allez, fais pas ta timide. Allez. On a le droit, on n'est pas obligé de parler. Allez, tiens, je te demande la réactivation du son. Caro, rassure-toi, il ne pourra pas faire ça. Ça fonctionne, Valérie, je crois.
Est-ce qu'il y a des choses claires, des points où tu aimerais avoir des précisions? Ça ne marche pas. Non. Oui. Ah si, ça y est, vas-y. Je ne sais pas. Vas-y Valérie, on t'entend. Non, je trouve que c'était très, très clair. Moi, je viens de vivre cette situation. Je suis en train de m'en remettre, en fait, moi. Et c'est vrai que ce qu'il est important, c'est d'arriver à se recentrer, je trouve, sur soi et de chercher vraiment ce qui sera bon pour nous. Moi, j'ai vraiment fait... Alors, je pense que j'étais dans un burn-out, mais j'ai réussi à... En fait, j'ai démissionné, moi, de mon travail, carrément. Je suis arrivée un matin, je n'avais pas du tout cette intention et voilà, j'ai démissionné et j'ai décidé de me poser pendant 3-4 mois pour savoir ce que je voulais faire et changer de vie, en fait. Voilà. Bon, il m'est arrivé d'autres choses derrière, beaucoup moins sympathiques, mais qui, je pense, sont aussi, entre guillemets, les retombées de ce burn-out. Je pense que on sent au fond de soi, si on s'écoute, qu'on est en burn-out, franchement. Par contre, il est parfois difficile de demander de l'aide. Voilà. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'au fond de soi, on le sait. Moi, mes amis me disaient tu es épuisée, me connaissaient. Enfin, il faut, je pense, écouter surtout les personnes qui nous connaissent bien. Et tous mes amis me disaient Valérie, il faut que tu t'arrêtes. J'ai dit mais non, mais moi je suis forte, je vais y arriver. Je me suis toujours sortie de tout. Eh ben non, c'est pas vrai en fait. On se sort pas de tout et je pense qu'il faut savoir demander de l'aide et je pense que c'est ce que je n'ai pas su faire en fait. Voilà. Et c'est vrai que je pense que l'alimentation y fait. Je pense que tout ce que vous avez dit, c'est vrai, ça regroupe vraiment, vraiment ce dont on a besoin pour se sortir de ça. Mais je pense qu'avant tout, il faut savoir s'écouter parce qu'on le sait. On va pas, on le sait, on le voit dans nos réactions, dans ses propres réactions. L'entourage nous le dit. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas voulu les écouter, mais je le savais, en fait. Donc, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment, je pense. Voilà, moi, Merci beaucoup, c'est très touchant ce que tu dis et on sent vraiment qu'il y a une phase où on ne peut pas entendre, on ne peut pas voir même si on le sent. Hein. C'est ce décalage entre le corps et d'arriver à mentaliser et formuler des mots, des phrases qui vont avec ce ressenti-là. Et c'est jamais très facile, quoi. Merci. Merci Valérie, c'est super. Merci. Bon, bah, je suis sûre qu'on pourrait discuter encore très longtemps, mais s'il y a des questions après coup, on vous invite vraiment à nous solliciter. Oui, ce que je vais faire, c'est que, alors, peut-être pas, si demain je vais le faire. Merci Caro. Merci Caro. C'est que le replay alors, sera sur Facebook, je crois, sera sur YouTube et sur le script, sous le script de la vidéo YouTube, là, juste dessous, pour mesdames, messieurs qui regardaient le replay, vous avez les coordonnées de Lorraine, mes coordonnées. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui a fait sens pour vous, si vous avez besoin de précision, vous savez comment nous contacter. Et voilà, je vois que Sylvie qui nous nargue au soleil de la Martinique, il doit faire 30 degrés là-bas. Sachant que je précise, François, il n'y a pas de situation bête, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de réflexion bête. On a tous des périodes complexes dans notre vie et c'est super justement d'aller questionner et de solliciter les personnes, quoi. Voilà. Et pour, oui, précision aussi, parce que il y a beaucoup d'inscrits qui n'étaient pas là. Donc, j'enverrai un lien aussi à toute cette liste, le lien de rediffusion. Okay. Voilà, pour que ces gens qui ont fait le passage à l'action d'une certaine manière puissent aussi nous écouter ce qui a été partagé. En tout cas, bravo d'avoir été ici parce que moi, je partage souvent une chose, il y a deux choses qui sont importantes, c'est l'attention et le temps. Quand là, vous avez mis votre attention, votre énergie et du temps, et le temps, c'est la seule chose qui, une fois qu'il est passé, le temps, il est passé. Donc, il ne se reconstitue pas. Donc, bravo à vous et merci d'avoir été présent. Parce que moi, ça me fait plaisir de transmettre et voilà, j'adore ça, quoi. Ouais, hein. Merci beaucoup François en tout cas pour ce moment. Merci à toi parce que voilà, c'était chouette. C'était une première là, de faire un live tous les deux. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que
Oui, bah, Voilà. on a dit déjà, on a le burn-out avec la nutrition et puis on a toute la reconstruction professionnelle qu'on peut faire aussi avec plein d'outils et de choses. Donc, ouais, on va continuer. Ouais, clairement, clairement. Belle soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous et à toutes. À Au bientôt. revoir. Au revoir.